Stéphane, si quelqu'un tombe sur cet épisode par hasard, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour qu'il reste à nous écouter, si possible, jusqu'au bout? Surtout qu'il reste jusqu'au bout, tu as raison, pour deux raisons principales. La première, c'est que je vais raconter mon expérience de 30 ans dans un métier qui peut parfois faire rêver, mais qui est un peu complexe, qui est l'hôtellerie, l'hospitalité, et je vais raconter ces histoires-là. J'étais un gros hôtelier, un petit hôtelier, donc je vais raconter mon histoire. Donc ça vaut le coup de rester jusqu'au bout, pas parce que mon histoire est extraordinaire, mais parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses et forgé des convictions. Et la deuxième chose, c'est que je vais révéler chez les auditeurs un super pouvoir qu'ils ont tous. Et s'ils restent jusqu'à la fin, je vais leur donner les moyens de le mettre en œuvre, parce qu'on a tous, toi aussi Cédric, tu as ce super pouvoir. Et Génial. ce super pouvoir d'enchanter ses clients et ses collaborateurs, bah, tu vas voir que j'ai des clés pour l'activer, donc restez bien jusqu'à la fin. Génial. Bah, moi, c'est sûr, je reste jusqu'au bout. Et ce serait dommage de louper la fin. Est-ce que, assez rapidement, tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, dans quel état tu es et quelle est ta mission aujourd'hui? Moi, j'ai un passé dans l'hôtellerie depuis le début, hein. J'ai commencé mes jobs quand j'étais sorti de mes études dans l'hôtellerie par hasard, complètement par hasard, plutôt dans les Alpes françaises, au ski, endroit dans lequel je retourne avec grand plaisir. Je travaille pour des chaînes américaines, pour Holiday Inn. J'ai travaillé de direction commerciale marketing. J'ai travaillé ensuite pour Best Western pendant plus de 10 ans. Ça, c'était fondateur. Je vais en reparler juste après. J'ai été directeur commercial et directeur général de la chaîne jusqu'en 2011. Et puis ensuite, je suis basculé du côté entrepreneur, commerçant indépendant. J'ai acheté un hôtel que j'ai exploité pendant 12 ans avec mon épouse à Orléans jusqu'en 2023, que j'ai revendu ensuite. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai créé ma boîte de conseil avec laquelle je fais aujourd'hui du conseil, des conférences sur l'enchantement client, on va en parler un petit peu, et puis de la formation avec le CJD, l'APM, enfin voilà, avec des réseaux de chefs d'entreprise. Donc je partage ce que j'ai appris, mes convictions. J'essaie d'acculturer le maximum de personnes pour essayer de leur faire justement mettre en œuvre ce super pouvoir dont je vais parler. Génial. Est-ce que dans ton parcours, parce que c'est souvent le cas pour des personnes qui, comme nous, décident de communiquer et voilà, et de transmettre et de partager, est-ce que tu as eu une ou plusieurs prises de conscience fondatrices? C'est pas le cas de tout le monde. Quelquefois, c'est juste une évidence qui se met progressivement. Et puis, parfois, il y a un événement précis, que ce soit très ancien ou plus récent, qui vont nous faire un déclic et qui vont, je dirais, structurer le message et qui vont structurer la mission qu'on s'est donnée. Est-ce que toi, tu as eu ce genre d'événement Alors, dans ta vie? ouais, j'ai eu plusieurs signes forts qui m'ont fait basculer et qui m'ont fait prendre conscience que je devais partager. Alors, c'est souvent des événements qui grattent un peu, qui sont un peu déstabilisateurs, un peu irritants. Donc, moi, j'en ai deux principaux. C'est l'arrivée du digital dans mon métier, mais je vais en reparler évidemment, mais Ouais. TripAdvisor, Booking, Airbnb ont changé quand même beaucoup de choses dans la donne de l'hôtelier. C'était pas prévu comme ça, c'était pas prévu que ça se fasse aussi rapidement. Je crois que juste avant la musique était le numéro un de la disruption digitale avec évidemment l'arrivée de la musique sur nos appareils XYZ Mhm. versus les disques, le DVD et autres. Et nous, on était juste après dans le tourisme et l'hôtellerie. Donc ça a été brutal. Alors ça a été brutal, ça a duré 10 ans, mais ça a été quand même assez violent et profond. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse des choses différemment. Et la deuxième chose qui a été fondatrice aussi, c'est que je me suis toujours intéressé au cerveau, comment fonctionnaient nous les animaux humains, dans le management notamment. Ça m'a passionné. Mhm. J'ai managé pas mal d'équipes pendant pas mal de temps. Et puis à un moment donné, j'ai eu un gros clash à la chaîne Best Western où le conseil d'administration a été chahuté. Il y a eu un putsch de la part des adhérents, des franchisés. Ça a Ok. été extrêmement violent. Et je voulais comprendre ça. Je voulais comprendre pourquoi on en arrivait là dans des relations humaines qui étaient des relations finalement de management, des relations professionnelles. Pourquoi on en arrivait à des relations aussi violentes. Et donc ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait aussi que je comprenne comment marche l'animal humain. Et donc je me suis intéressé à ça. Super. Alors là, parfait comme thème. En tout cas, tu es au bon endroit là-dessus. Euh, quand on a un petit peu discuté en préparant le podcast, tu as parlé de 3 grandes claques Mm. digitales. C'est comme ça que tu les as appelées. Ouais. Et tu viens de les donner à nouveau. Est-ce que tu peux nous raconter ça? D'abord, qu'est-ce que c'était que ces 3 grandes claques digitales? Mm. En général, quand on est chef d'entreprise, on est habitué à prendre des claques, pas Ouais. forcément digitales d'ailleurs. Mm. Mais
Qu'est-ce que ça a voulu dire? Est-ce que tu peux nous raconter en fait Ouais, ce bien qui sûr. En s'est fait, ça, passé et puis ce c'est, que ça a généré, je dirais, ouais, puis dans ça ton converge évolution? en fait. C'est très tôt, hein, 2000. Hein, on est en 2000, 4 ans avant Facebook. Le premier réseau social, c'est pas Facebook, c'est TripAdvisor. Donc 2000 créations de TripAdvisor qui arrivent en France avec des avis nombreux, divers et variés de clients, de non-clients qui disent des choses sensées, pas sensées sur nos hôtels. Et Ouais. moi, j'ai 300 hôtels franchisés bien français, hein, sous l'enseigne Best Western en France, qui me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc où il y a des gens qui disent n'importe quoi sur nous. Stéphane fait quelque chose, tu vas pas laisser faire ça. Bon. Donc évidemment, moi je contacte les Américains, il dit bah c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit non mais t'inquiète pas, c'est un Mexicain qui échange ses photos de vacances sur Internet, ça va faire pchit. Bon, ça n'a pas fait pchit, hein. Ça n'a pas fait pchit parce qu'aujourd'hui, bah, Ah non. 90% de la population dans le monde regarde TripAdvisor avant de réserver son hôtel. Ouais. Et les gens croient des gens qu'ils ne connaissent pas, d'illustres inconnus, d'illustres parfois des abrutis qui disent n'importe quoi, mais vous préférez les croire, enfin les clients préfèrent les croire que la publicité de la marque. Donc ça a remis beaucoup de choses en perspective. C'est-à-dire que moi, dans ma notion de marketing, dans ma notion de développer une enseigne, une marque, je me retrouvais finalement face à des clients qui pouvaient dire le contraire de ce que je racontais dans mes sites internet, mes vidéos, mes publicités à la télé, etc. Et là, je me suis dit, waouh, si je suis pas congruent, si je suis pas aligné, si j'ai pas travaillé en profondeur avec mes hôteliers sur la qualité de ce que je produis et sur la perception qu'ont mes clients de ce que je fais pour eux, bah, je suis mal barré, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, j'aurais beau dépenser des milliers d'euros à droite et à gauche, ça servira à rien. Donc, première claque, le client a pris le pouvoir, définitivement. Et en plus, si je peux me permettre, il y a Je vous un en prie. effet Internet qui est assez que moi j'ai pas réalisé tout de suite. C'est qu'en général, les avis clients, c'est un peu une courbe de Gauss, c'est-à-dire que tu as peu de gens qui sont complètement Hum, épouvantés par ta prestation, t'en as peu qui sont archi enthousiastes, hum, et puis tu as un ventre au milieu de clients c'est vrai. satisfaits. Mais le problème, c'est que sur Internet, ta courbe, elle est inversée. Eh C'est-à-dire oui, que ceux qui parlent le plus, c'est les extrêmes, c'est-à-dire eh les oui, moins nombreux, et eh c'est ceux oui, qu'on voit le plus. Donc, exactement. l'effet Internet, il est absolument Il y démultiplicateur, a, en il y a fait. un effet loop, tu as entièrement C'est raison. Il y a ça. un effet Ouais. loop où en fait on va voir, alors tout ce qui est excessif est inexistant, mais en l'occurrence c'est très existant sur Internet puisqu'on va voir d'abord Carrément. le plus de verbatim, donc c'est celui qui s'exprime, qui est très mécontent, qui va mettre un roman sur le truc, donc qui va sortir en premier. Et pareil, la personne qui va être effectivement enchantée, elle pourra mettre un peu plus, mais généralement c'est celui qui est mécontent qui met plus de En choses. plus. Donc En il y a un plus. effet loop, démultiplicateur, tu as entièrement raison, qui fait que ça impacte directement les réservations. Mais dans mon métier, quand j'avais mon hôtel, un mauvais avis le matin qui recommandait pas mon hôtel, c'était 20% de réservation en moins. Enfin, je veux dire, c'est immédiat. Donc en fait, j'ai pris conscience, c'est pour ça que c'est une claque, j'ai pris conscience que le client avait réellement pris le pouvoir, même si on sait tous que le client a le pouvoir, on le sait tous, mais qu'on a droit à l'erreur. Là, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc il fallait que je change mes paradigmes et ma façon de penser en se disant la marque, ça suffit pas, quoi. C'est pas Mm. parce que je dis que je suis bien, que c'est génial, Best Western, que les gens vont venir. Il faut que je retravaille en profondeur avec mes hoteliers pour faire la différence. Et Mm. donc ça nous a pas laissé le choix. Et aujourd'hui, on le sait, hein, il y a une dernière étude là sur l'IFOP, 92% des Français préfèrent croire les avis Google que la publicité de la marque. Donc voilà où on en est aujourd'hui en 2026. Donc, et c'est irréversible, c'est-à-dire que ce besoin de tiers de confiance de la part des consommateurs en B2B, en B2C, mais aussi en B2B, il est réel, puisqu'aujourd'hui, les gens ne croient plus les marques, mais ils croient les clients, ils croient des tiers de confiance, ça peut être Google, ça peut être autre chose, qui fait que les gens vont consommer à droite ou à gauche, parce qu'en plus, ils ont le choix. Donc première claque, 2000, donc tu vois, ça nous rajeunit pas. Mm. Et ça, claque profonde, parce que ça s'est pas arrêté depuis, bien évidemment. Deuxième claque, c'est l'intermédiation. C'est Booking. Alors Booking, personne n'y croyait en 1996. Hein, il y a deux jeunes gars dans un garage à Amsterdam qui montent un site de réservation en ligne. Et nous, convaincus que c'est pas ce qu'il faut faire, convaincus que Best Western, première chaîne hôtelière mondiale, hein, 5000 hôtels dans le monde, des gens extrêmement câblés aux États-Unis, en marketing, en IT, etc. Nous, on s'est dit non, non, nous, on a un numéro vert, on a 7 call centers dans le monde entier, en 30 langues, 24/7. Et on est convaincu qu'il faut garder cette relation physique avec le client, c'est-à-dire, non, appelle-moi, je vais t'aider à réserver ton hôtel partout dans le monde, en français, etc. Ça fait Donc, on fait partie des, de l'expérience. mais bien sûr. Et puis nous, on est des hôteliers, on est des aubergistes, donc on veut C'est vrai. garder cette notion. Donc on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Et évidemment, nos clients nous disaient depuis des années, on aimerait bien réserver en 2 clics, dans notre langue, dans notre monnaie, partout dans le monde, avec les avis clients et avec les photos des hôtels et Mm. l'annulation gratuite. Et nous on dit non, 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 appelez-nous, c'est beaucoup plus convivial. Bon, on s'est bien planté parce qu'aujourd'hui, Booking a intermédié le marché de façon spectaculaire. Hein. C'est
Booking, on estime que c'est 30% du chiffre d'affaires des hôtels de cette planète. Ouais. C'est 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. On sait que ça fait 13 milliards de résultats nets aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, il y a 9 résas, 8 résas sur 10 qui sont faites sur Internet, qui sont faites par intermédiaire de Booking dans l'hôtellerie. Et que la commission de Booking, qui était de 8% dans les années 2000, est aujourd'hui entre 18 et 20%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client réserve une chambre d'hôtel sous Booking, l'hôtelier paye entre 15 et 20% de commission. Donc c'est une situation insupportable. C'est-à-dire que c'est une prise d'otage du métier de chaîne hôtelière. Hein. Moi, j'étais bousculé dans mon métier parce que mes hôteliers en 2007, 2006 me disaient mais Stéphane, je comprends pas, on paye des franchise fees pour un volume de réservation inférieur à celui de Booking. Mais à quoi ça sert d'être Best Western finalement? J'ai qu'à juste payer Booking et payer des commissions. Donc là, il y avait une remise en question totale de ce qu'on faisait, de la manière de délivrer nos services auprès de nos franchisés et surtout de se remettre vite en selle sur l'e-commerce. C'est-à-dire on est passé en 6 mois d'une entreprise marketing classique à une société d'e-commerce. C'est-à-dire que moi, j'ai embauché des gens qui étaient des ingénieurs SEO, SIA. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais je savais c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Il fallait absolument passer de la réservation en ligne, etc. Donc, on a rattrapé le retard depuis. Hein. Mais le mal est fait. Le mal est fait puisque tu as Booking dans ta poche, c'est sûr. Et que tu utilises Booking quand tu voyages en France, à l'étranger. Et donc aujourd'hui, cette intermédiation, elle est là, elle est bien là. Et elle est encore, il y a encore des combats à mener avec les hôteliers. Bon, mais les habitudes sont là et le consommateur a choisi un mode de réservation facile. Il n'y a pas du tout de contact physique avec la personne. C'est simplement une réservation simple en ligne et tellement fluide que finalement, je ne peux plus m'en passer. Donc ça, c'est la deuxième claque, c'est quelques années plus tard. Et puis la troisième, ce qui m'a achevé, c'est Airbnb. Donc Airbnb qui est arrivé sur le marché, j'ai pas eu de bol. Hein. En 2000-2011, c'était pas les bonnes années, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'était fondateur. Donc en même temps, ça m'a apporté des trucs, ça m'a fait réfléchir. Il faut avoir le moral quand même, hein, parce que... Bah, c'est violent parce que alors on a bien résisté en France parce qu'on était un pays béni des dieux hein, en termes de tourisme, en termes de fréquentation. On a cette chance-là, quoi. À Paris, Paris, il y avait une sous-capacité hôtelière aussi à Paris, donc ça a pu amortir un peu les appartements d'Airbnb, mais il y a des régions de France qui ont beaucoup souffert, des régions où il y a beaucoup de lits froids, tu sais, des régions type la montagne. Hein. Moi, je connais bien Chamonix, par exemple. Tous ces lits froids qui étaient des résidences secondaires, qui n'étaient pas louées parce qu'il n'y avait pas de plateforme un peu sympa, aujourd'hui qui sont sur Airbnb, c'est de la concurrence directe aux hôtels en basse saison. Donc ça crée un vrai changement aussi de cycle d'affaires. Donc c'est pas simple. Donc Airbnb, on a fait avec. Hein. On a juste appris que finalement des particuliers faisaient mieux notre métier que nous. C'est-à-dire qu'on a regardé un peu ce qu'était le modèle d'accueil d'un autre Airbnb par rapport à ses clients, et on s'apercevait qu'en fait, ils faisaient presque mieux que nous. Donc, ça nous a mis un coup de pied aux fesses aussi, pour se dire, changeons notre approche de l'hospitalité aussi, soignons nos clients beaucoup mieux parce qu'ils ont mieux chez Airbnb, proposons des hôtels hybrides. On a commencé à faire des hôtels avec des appartements, etc. Donc, il y a eu des concepts d'hôtels qui ont évolué aussi. Comment on fait à manger, comment on mange dans un hôtel. Il y a des concepts qui sont développés. On a été obligé d'être assez innovant pour trouver des réponses, pour ramener les clients, enfin ceux qui étaient partis en tout cas, ramener les clients chez nous, et puis accepter qu'il y ait une concurrence, qu'il y a une offre qui est complémentaire, et que notre client il est hybride, il consomme de l'hôtellerie un jour et de l'Airbnb l'autre jour. Donc voilà, c'est ces trois. Alors c'est le digital qui nous a amené tout ça. Mais c'est trois choses qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait qu'on soit profondément bien ancré dans notre métier, que le client avait toute sa place, enfin toute son importance plus que jamais dans la capacité à développer nos chiffres d'affaires et de rentabilité. Donc il fallait absolument qu'on s'occupe du client et évidemment quand on tire le fil du collaborateur, parce qu'on a fait quand même pas mal de bêtises dans l'hôtellerie aussi à ce niveau-là, pour changer notre manière de manager, de recruter, de former et de développer nos équipes. Donc voilà un petit peu les éléments fondateurs qui m'ont fait réfléchir. Ok. Alors juste pour revenir sur ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois tu décris la même chose. C'est je me prends pas tout de suite une claque en fait. Je la vois pas arriver en fait finalement. Non, je me dis attends, les deux mecs là, ça marchera pas, etc. Et en fait, c'est souvent ce qu'on appelle un signal faible dans un marché. Qu'est-ce qui fait que tu dis non, en fait, ça rigole pas? Est-ce que c'est tu commences à perdre des ventes et tout, donc là c'est concret, ça y est, c'est parti, je suis attaqué, maintenant va falloir que tu réagisses, ou est-ce qu'il y a quelque chose avant qui te fait dire non, en fait, les mecs, ils ont peut-être pas tort? Ça se passe comment, en fait? Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans la tête des dirigeants et dans la tête des managers.
Alors, le process. moi, je suis pas Je très te dis original. ça, Hein. c'est juste Ouais, parce que vas-y, je me vas-y. dis, il y a des gens qui nous écoutent, et puis peut-être que c'est en train de leur arriver et que la claque, ils l'ont pas encore prise ou. Ouais. Alors, ce que j'aurais aimé en fait Ouais, faire, c'est ça. j'aurais aimé parce que je l'ai pas C'est fait, parce que toujours j'ai plus subi. Hein. facile. C'est pas, ben, bien sûr, c'est Ouais. pas très original ce que je vais dire. Je l'ai complètement subi, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est mes hôteliers qui ont tiré sonnette d'alarme et qui m'ont dit, encore une fois, je vais quitter la marque parce que je vois plus d'intérêt. Et là, j'ai dit, mais mince, je suis passé à côté de quelque chose. Donc, c'est souvent eux a posteriori qui m'ont tiré la sonnette d'alarme. Et la deuxième chose que j'aurais dû écouter mais que j'ai pas écouté, c'est les commentaires de mes clients. C'est ce que me disaient mes clients depuis longtemps et ce qu'ils m'écrivaient aussi dans Ouais. leurs avis sur la manière de les traiter ou de réserver. Ok. Et donc, ce que je peux conseiller aux gens qui nous écoutent, c'est éventuellement pour peut-être éviter ces écueils, c'est évidemment d'écouter ses clients. Alors, ces clients, ça peut être ses clients B2B, c'est-à-dire moi, mes clients, c'était mes hôteliers qui achetaient une franchise, mais Ouais. j'ai aussi mes clients B2C, c'est ceux qui dormaient dans les hôtels, qui étaient Ouais. mes clients finaux. Ouais, t'as deux Et les niveaux, hein. deux, et les deux m'ont dit les choses que j'aurais dû écouter, que j'aurais dû euh, analyser un peu mieux pour peut-être anticiper. Alors anticiper, je sais pas comment, mais en tout cas me préparer un peu mieux et avoir plus de réponses plutôt qu'être dans l'urgence, qu'on a été dans l'urgence on a attendu, mais c'est le cerveau humain, il est comme ça, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans la crise, les mains, les pieds dans la boue, on fait rien quoi. Enfin, on parle d'écologie, on va pas diverger là-dessus, mais les gens ne réagissent pas à l'écologie parce que ça les concerne pas, parce que ça nous Mm. concerne pas, parce que ça n'impacte pas notre quotidien et qu'on voit pas. Et l'être humain change dans les crises. Et quand il a une crise, il prend conscience et il fait autrement. Ouais, je suis d'accord. Mais Alors, anticiper les crises, c'est effectivement complexe, mais tout vient du client. Enfin, moi, je suis convaincu de ça maintenant, c'est que tout vient du client, les signaux faibles venaient du client, et si on avait interrogé nos clients sur qu'est-ce qui est important pour vous, là, maintenant, dans le ouais, processus de réservation, si on les avait vraiment écoutés, on aurait compris qu'on faisait fausse route et qu'il fallait ouais, faire différemment. ouais, Donc ça, c'est voilà, c'est le seule chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise en me disant, attends, on prend ça au sérieux parce que ouais. s'il te le dit, c'est que ça va arriver. Et alors peut-être qu'on peut faire une analogie, je sais pas. Toi, effectivement, tu as deux niveaux. Tu as le niveau des franchisés, puis tu as le client final, Ça. en fait, finalement. Et si on voulait faire une comparaison, je dirais, qui peut fonctionner dans d'autres cas de figure, les, les, euh, les franchisés, c'est les managers ou C'est c'est les propriétaire. commerciaux. C'est les gens qui sont le plus au contact quotidien des clients. Ah oui, ah oui, oui. Et c'est vrai que quelquefois, et j'en prends ma part aussi, on se dit quelquefois, bon, qu'est-ce qu'ils sont pessimistes, mes commerciaux, y a rien qui va, machin bidule. Ouais, mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas des signaux faibles Mais Ouais, voilà, il y a- le propre d'un signal faible, c'est qu'il est dur à détecter, ouais. et le propre d'un chef d'entreprise, c'est qu'il a toujours 50 000 trucs à faire, et que l'urgence, c'est l'urgence. Ouais. Moi, ce que Ok. je prône aujourd'hui, je suis convaincu, c'est la vérité de la perception du client. On va en reparler, Ouais. mais Ouais. ce que le client perçoit de ce qu'on fait pour lui est la vérité. Voilà. Et moi, je pars de ce principe-là, qui est fondateur pour moi. Et si, quand on part de là, quand quelqu'un nous dit quelque chose de façon peut-être maladroite, ça arrive, hein, que le client s'exprime de façon maladroite, ça nous blesse et peu importe. Ouais. Non, il n'est pas de mauvaise foi. Non, il n'est pas bête. Non, il n'est pas, il nous en veut pas pour X raison. Non, il veut pas une réduction. J'entends souvent, ouais, mais il veut un discount, machin. Non, Ouais. il veut simplement exprimer avec ses mots, parfois maladroitement, sa perception de ce qu'on a fait pour lui. Ça, c'est de l'or. Enfin, c'est vraiment Un riche. cadeau. C'est cadeau, exactement. Et ça fait mal, hein. On n'a pas envie de Ouais, ça a l'écouter, on pas n'a pas envie l'air, de l'entendre. Ouais. Mais c'est cadeau et c'est à partir de ça, cette matière-là, qu'il faut retravailler et réfléchir. Et là-dedans, il y a des signaux faibles, pas tous, hein. Il y a des fois des choses qui veulent rien dire, mais il y a des signaux faibles qui nous permettront, enfin, qui doivent nous permettre d'être meilleurs demain et surtout d'éviter que ça se reproduise avec notre client, parce que c'est trop important de perdre un client ou de faire même en sorte qu'il nous ne recommande pas. Hein. Ouais. Moi, je fais un exercice très rigolo, enfin rigolo, pas rigolo, mais je suis expert à l'APM et en introduction de mes rencontres APM, donc j'ai 20 chefs d'entreprise et pour casser un peu la glace, hein, l'icebreaker, c'est racontez-moi votre pire expérience client à titre personnel. Et on pourrait le faire tous les deux là, ça serait. Enfin, et en fait, quand on fait ça, mais on détruit les 15 marques. Mais quand je dis on détruit, c'est que les gens te disent j'étais allé chez, je suis allé chez machin. Alors les classiques EDF, Orange, on les passe parce qu'il y a toutes des anecdotes un peu bizarres, mais bien qui font qui fassent beaucoup de progrès. Mais je sais pas, j'ai acheté un ordinateur l'autre jour chez LDLC. Voilà ce qui m'est arrivé. Nanana, nanana, plus jamais. Hmm. Et ben quand tu sors de là, rien que ça, t'as entendu une anecdote.
Mais toi, tu as déjà un doute dans ta tête. C'est-à-dire que ça y est, c'est mis dans ton cerveau. Et donc, tu te dis, bah, je dois acheter un ordinateur, je vais pas l'acheter chez LDLC. Hum, Mais le mal que ça peut faire, cette hum. petite anecdote de se dire, donc, la personne qui ne te recommande pas, et à l'inverse, la personne qui te recommande, ça fait le même effet, mais qui ne te Ouais. recommande pas, qui dit, n'allez pas là, j'ai une très mauvaise expérience, c'est très mal passé. Quoi qu'il arrive, la prochaine fois que tu dois acheter un ordinateur, tu auras un doute et tu n'iras pas là. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que chacun prenne conscience, c'est que nos clients, sans nous le dire, de façon parfaitement naturelle et très convaincante, sont capables de nous dire qu'on est des stars ou qu'on est des truffes. Et qu'il Hum. ne faut surtout pas venir chez nous. Et c'est ça qui m'obsède, moi. C'est ça que c'est là-dessus que je travaille en ce moment depuis 15 ans maintenant. Et je travaille sur comment on fait pour que le maximum de nos clients nous recommandent plutôt que ne nous recommandent pas. Et alors qu'ils ne soient pas satisfaits, ça peut arriver, mais surtout qu'ils ne détruisent pas la réputation qu'on peut avoir parce que c'est beaucoup trop important et beaucoup trop dur à remonter. Donc c'est ça mon obsession du moment. Ça m'intéresse aussi ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qu'on fait quand un client n'est pas satisfait? C'est-à-dire que on fait en sorte que les clients soient pas satisfaits, pardon, soient Satisfait, satisfaits, c'est bien comme sûr. la base, en les écoutant, etc. Mais il va toujours y arriver un cas ou l'autre où, bah non, là, ça n'a pas marché, comment on fait? Et c'est vrai que quelquefois, c'est à ça qu'on voit la qualité d'une entreprise, parce que je dirais quand tout va bien, tout le monde est bon, hein. Quand ça déconne, c'est là qu'on voit qui est bon et qui est très bon et qui finalement est pas si bon que ça en fait. C'est Exactement. le Ouais, truc qui arrive exactement. jamais. Putain, il vient d'arriver. Comment les gens réagissent quoi. Ouais. Ok. Donc ça c'était trois claques. Hum, Et évidemment, alors soit tu veux parler dès à présent de ce qui s'est passé. Tu disais tout à l'heure en termes de management et un petit peu ouais. ou soit tu veux maintenant parler de ce que tu as mis en face de ces trois claques. C'est comme Non, tu. on va parler de ce que j'ai mis en face, puis après on va arriver sur le management, on va arriver sur les collaborateurs, les équipes, et Super. je reviendrai sur ce que j'ai vécu à ce moment-là, qui est un lien un peu lointain, mais quand même qui résonne pas mal dans ma quête de ce que j'essaie de comprendre aujourd'hui et puis de partager. Ok. Donc la réponse à ces trois claques, elle était assez claire pour moi. Et tu viens de le dire, la satisfaction, ça suffit pas. C'est-à-dire que évidemment, dans toutes les boîtes que je croise, je leur dis, moi, tous les matins, vous vous levez pour satisfaire vos clients, c'est normal, quoi. Enfin, c'est votre job. Vous vous levez pas en disant, tiens, mes clients seront pas satisfaits aujourd'hui, c'est pas grave. Non, bien sûr. Mais ça, c'est la base. C'est ce qu'attend le client quand il vient acheter 100, il attend qu'on lui vende pour 100 et d'en avoir pour son argent. Si on veut aller plus loin, si on veut de la recommandation, pour moi, la recommandation, c'est le Graal du marketing. C'est-à-dire que les gens disent du bien de toi ou les gens fassent le marketing à ta place. Pour qu'il y ait de la recommandation, il va falloir aller beaucoup plus loin que la satisfaction, puisque ça ne va pas générer de commentaires, ni de commentaires positifs, ni de commentaires dithyrambiques. Pour que les gens te recommandent, il faut aller les enchanter. Donc l'enchantement client, ça devient mon créneau depuis 10 ans maintenant. L'enchantement client qui va être lié, on va y venir à l'enchantement collaborateur, parce que tout ça c'est systémique et on verra très facilement pourquoi. Ouais. L'enchantement client, bah pour moi, il y a trois clés pour lever l'enchantement client. Alors, je vais la faire courte parce que sinon, on va y passer du temps, mais il y a trois clés qui sont vraiment des basiques du bon sens commerçant. On va pas, voilà, c'est ça le super pouvoir dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on est tous capables, toi, Cédric, comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent, de déclencher ces trois clés demain. Demain, avec qu'ils soient en B2B ou en B2C. La Ouais. première clé, elle est très simple, c'est d'arrêter de vendre des produits, mais de résoudre les problèmes des clients. Alors, penser problème, pas produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde d'abondance, de commodité, où le client a le choix. Ouais. Arrêtons de lui vendre des choses dont il n'a pas besoin. Mais résolvons ces vrais problèmes, ces vrais enjeux et ces vraies douleurs ou ces vraies angoisses. Parce que l'acte d'achat, pour moi, c'est une réponse aux angoisses, aux douleurs des gens qui sont en face de nous. Donc, si je ne comprends pas les angoisses et les douleurs, je ne peux pas, évidemment, lui vendre quoi que ce soit. Donc, arrêtons de lui vendre quelque chose qui ne va rien résoudre chez lui, qui va juste peut-être boucher un petit espace dans un environnement dont il n'a pas besoin. Mm. Donc je dis à mes clients, posez des questions non pas sur les besoins, mais sur les enjeux de vos clients, sur qu'est-ce qui est important pour eux à ce moment-là. Quand je parle aux banques, quand je parle aux assureurs, quand je parle aux concessions automobiles, c'est toujours pareil. Quels sont vos enjeux? Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Et si la réponse c'est je ne peux pas vous vendre quelque chose qui réponde à vos enjeux, ben, je vous vends rien. Et l'idée, c'est de se dire que la confiance du commerce se fait aussi sur un non. C'est-à-dire que non, je ne peux pas vous aider. Non, je ne sais pas faire. Non, vous feriez mieux d'aller peut-être chez mon concurrent parce que lui va pouvoir mieux répondre à votre angoisse et à votre douleur du moment.
Moi, je vais vous vendre un truc, mais c'est pas complètement adapté. Donc, ça peut être ça la réponse. Alors, évidemment, c'est mieux quand la réponse est oui, je peux vous aider. Mais Ouais. l'idée, c'est d'arrêter de vendre et de se faire acheter. Arrêter de vendre et de se faire acheter. Donc, la première chose, résoudre les problèmes de ses clients et arrêter de leur vendre des produits. Alors, je sais que c'est contre-intuitif. Je sais que parfois, on me dit, oui, mais quand tu comprends les objectifs commerciaux, etc. Oui, très bien. Mais tu pèteras tes objectifs commerciaux parce que tu as résolu les problèmes de tes clients, pas parce que tu leur as essayé de leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin. Hum. Et ça change un peu le paradigme effectivement de la façon dont on fait du commerce. Et là, on commence à enchanter ses clients. Là, on commence à mettre une pierre dans la machine, puisqu'on sait que si on arrive à résoudre les problèmes des clients, ils vont ressortir en disant, oh, eux, ils m'ont pas vendu n'importe quoi, ils ont réfléchi et ils ont essayé de résoudre mon problème. Alors, ils y sont arrivés, ils ne sont pas arrivés, ou à moitié, mais peu importe, ils l'ont fait. Deuxième clé, Il y a un truc, si je vas-y. peux me permettre, qui est vraiment important dans ce que tu dis, c'est que ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait vraiment très clairement identifié chez nous quelle était notre offre, c'est-à-dire là où on était bon. Ce que tu viens de dire sur il faut savoir dire non à un client, c'est vachement important parce que Eh ouais, ce qui peut tuer une boîte, c'est de dire oui à tout bien sûr. sans pouvoir délivrer. C'est ce que tu peux faire de pire. Parce que Exactement. C'est une ça va te promesse non tenue. bouffer toutes tes ressources, ton énergie, etc. Et pendant ce temps-là, les clients que tu auras enchantés parce que c'était ce type de client ou ce type de problème qui t'intéressait, bah, tu les laisses. Clairement, Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est de choisir ses combats et d'accepter, et on revient au basique, hein, authenticité, sincérité, transparence. Je suis ouais. pas en train de te vendre un truc, je suis pas en train de te vendre la lune, je suis en train de t'expliquer ce que je peux faire pour toi et ce que je peux pas faire pour toi. Et c'est Ouais. aussi important d'expliquer ce que je peux pas ou de ce que je peux, mais arrêter de dire oui, c'est possible, pas de problème, on s'en occupe, alors qu'on sait très bien qu'on va pas Il n'y délivrer. arrivera pas. Et quand on fait ça, on va créer de l'insatisfaction systématique et on est un moteur à insatisfaction. Donc c'est vraiment contre-productif à tous les niveaux. Alors on va Mm. peut-être faire un peu de chiffre d'affaires au passage, mais c'est pas du chiffre d'affaires rentable. Enfin bref, C'est du il y a, il y a one des il y a shot. des impacts collatéraux qui vont être négatifs. La deuxième clé, elle est très facile, hein, puisque c'est la simplicité. On vit dans un monde de complexité. Tout est compliqué, tout est fastidieux, et qu'aujourd'hui, comme j'ai le choix, je vais aller vers l'entreprise qui me simplifie ma vie. Et donc, quand je dis simplicité, je peux rajouter rapidité, parce que l'IA accélère tout à vitesse grand V en ce moment. Donc, simplicité dans la prise de commande, simplicité dans le service après-vente, simplicité, etc. Donc, simplicité pour le client, ça veut dire qu'en interne, il faut que je me complique un peu la vie. Ça veut dire qu'il faut que moi, dans mes process internes, il faut que je complique mes process, parfois, euh, pas tout le temps, pour simplifier la vie de mon client. Et Mm. là, j'ai plein d'exemples, hein. J'en ai un tout bête, hein, avec Booking, hein. C'est très, très simple. Quand j'avais mon hôtel, ma réception était au premier étage. Donc j'avais une caméra qui montrait le rez-de-chaussée et les clients étaient devant l'entrée avec les prix qui étaient affichés. Quand les clients montaient, après quelques minutes de réflexion devant l'hôtel pour prendre une chambre le soir, ils me disaient, bah, je viens de faire une réservation sur Booking. Et là, t'as envie de le tuer, quoi. Enfin, c'est un client, tu fais attention, mais il était en bas, quoi, de l'hôtel. Moi, je suis 15 euros moins cher. Enfin, tu vois, je suis moins cher en direct, puisqu'on avait à l'époque, on a pu dissocier nos prix de Booking, ce n'était pas le cas avant, mais c'était le cas depuis longtemps. Et je lui explique, je lui dis, mais je comprends pas, on est moins cher en direct, vous avez vu les prix, pourquoi vous arrivez par Booking? Et moi, je donne une commission, non, 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 enfin, je fais mon travail ben, j'évangélise un peu. Et il me regarde à peine, il me dit, oui, je sais que vous êtes moins cher en direct, mais c'est tellement plus simple via Booking. Mm. Donc Je les suis gens prêt à sont prêts. payer pour la simplicité. Mais bien sûr. Mm. Et c'est là où quand on me rétorque, moi, dans mes clients, oui, mais tu comprends, c'est la crise, le pouvoir d'achat, le machin, mais c'est pas le sujet. Le Mm. sujet, c'est pas ça. Les gens sont prêts à payer Mm. parce que c'est plus simple. Et donc, si vous leur simplifiez la vie, ça marche très bien. J'ai un exemple très récent. J'ai déjeuné avec ma fille à midi. On est en train de retravailler son prêt étudiant. Enfin bref, et je refais un prêt pour rembourser l'autre, pour 30 000 euros. Ma banquière m'envoie un SMS que j'ai, hein, que je monte dans mes conférences. Il dit, Monsieur Gauthier, j'ai une bonne nouvelle, j'ai le prêt qui est disponible. Je viens de vous envoyer le mail. Il y a 96 pages à imprimer, à paraffer, à signer. Puis moi, je suis caution, donc tu écris avec le petit truc qui va bien, machin. Ouais, ouais. 96 pages. Mais aujourd'hui, les banques traditionnelles me demandent souvent, mais pourquoi les néobanques? Je dis, ben, parce que c'est plus simple. Parce Ouais. que vous compliquez la vie des clients et que les néobanques, elles sont pas meilleures que vous, hein, sauf qu'elles font les choses plus simples. C'est Mm. facile d'avoir un prêt, c'est facile d'avoir une carte de crédit, c'est facile de faire un virement à l'étranger, c'est facile, etc. Donc facilité, facilité, facilité. Est-ce que c'est simple de bosser avec vous? Si c'est pas simple, et là je parle de tout le parcours client, hein, je parle de l'intention, c'est-à-dire déjà est-ce que je peux vous joindre? Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que vous répondez au téléphone? Enfin, il y a plein de cas où c'est un peu compliqué. Est-ce que je vous envoie un mail, vous me répondez dans l'heure, dans la demi-heure, dans la journée, dans les 24 heures? Bref.
tout le cheminement, même si on a un parcours client un peu compliqué, je regarde à chaque interaction ce qui est compliqué version client, et j'essaie de le simplifier, de le fluidifier. On a le digital aujourd'hui qui nous aide beaucoup à ça. On peut facilement faciliter le parcours client. Donc c'est la deuxième clé. Si déjà j'ai un parcours simple, facile, accessible, je marque des points par rapport aux concurrents, mais surtout je commence à enchanter mon client parce qu'il va dire waouh, c'est vachement simple de bosser ensemble. Et ça change tout. Et la troisième clé, donc première clé, penser problème. Deuxième clé, faire simple. Troisième clé, émotion. Donc il va falloir qu'on mette dans la tête de nos clients, dans le cœur de nos clients, des émotions. Alors c'est pas simple. Moi, j'ai des gens qui vendent je sais pas, moi, là, je travaille pour Renault Trucks récemment, on vend des camions. Ouais, les camions, pas l'émotion, c'est pas, voilà, ou des assurances, émotion, assurance, ou des prévoyances, tu vois, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais oui, il y a des émotions, pas forcément dans le produit, mais dans la façon dont je vais le faire. Et là, je sors un vieil adage qui existe depuis longtemps, mais qu'on remet au goût du jour, enfin, que moi, je remets au goût du jour, c'est le promettre moins, délivrer plus. Ouais. C'est-à-dire de travailler sa promesse. Et tu l'as dit tout à l'heure, la pire des choses, c'est de trahir la promesse du client. Donc, travailler sa promesse, arrêtez de promettre la lune, promettez des choses raisonnables, promettez moins et délivrez plus, et faites en sorte que ce que vous allez délivrer aille au-delà de la promesse. Et ça, c'est pas nouveau, hein, ça, c'est que depuis 50 ans, c'est nos États-Unis. Facile à dire, pas facile à faire. Donc, ça veut dire baisser un peu sa promesse. Hein. Je prends toujours l'exemple d'Air France qui modifie un peu ses horaires pour maquiller un peu ses retards. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on te dit que tu arrives à 22h, mais en fait, tu sais que tu vas arriver à 21h30 ou 21h45. Et donc, le fait de mettre dans la tête du client que tu arrives un peu plus tard et que tu arrives un peu plus tôt, tu règles le problème de perception du délai. Et là, je dis que tout est perception. C'est là où je rentre dans le cerveau un petit peu, où je me documente un petit peu. C'est que ce qu'on va impacter, c'est pas ce que le client, c'est pas ce qu'on fait pour lui, c'est comment il le perçoit. Et pour impacter la perception, il va falloir que je baisse un peu les attentes et que j'augmente un petit peu la perception de ce qui vit avec moi. Dans l'hôtellerie, on a un outil qui est facile, c'est Surclassement. On est arrivé à prouver, il y a Albert Moukeber qui est un neuroscientifique, qui a des vidéos super sur YouTube, je vous les conseille à tous. Allez le voir, c'est un type bien. Enfin, c'est un type très sympa et qui vulgarise beaucoup le sujet et qui est un peu à contre-courant des autres d'ailleurs, ça c'est intéressant, et qui dit que le surclassement hôtelier, aérien, etc., provoque de la dopamine dans le cerveau du client. C'est-à-dire que ça provoque l'hormone du bonheur. Donc on est vraiment là dans le petit interrupteur qui fait qu'on va provoquer chez le client quelque chose qui va le toucher là et qui va faire en sorte qu'il va s'en souvenir, puisque l'émotion, ça reste. Alors que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça part, mais l'émotion, ça reste. Et donc, les gens se souviendront de ce qu'on a fait pour eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis, je sais pas, moi j'ai travaillé pour Ilty, là, je fais une conférence chez Ilty. Si je vais dépanner un chantier un samedi à 19h, alors que le mec il doit livrer le lundi et il est à la bourre, et si je lui sauve la vie parce que je lui ramène un perforateur en temps et en heure, je vais lui sauver son chantier qui va peut-être coûter des millions d'euros, ou des pénalités de retard qu'il aura, etc. Il s'en souviendra. C'est-à-dire qu'il dira, ok, Ilty c'est plus cher. C'est des outils qui sont fiables, mais ils sont chers. Mais par contre, ce qu'ils ont fait pour moi à ce moment-là, je m'en souviens toute ma vie. Donc voilà, créer cette émotion inoubliable qui fait que le client va être naturellement enchanté et de façon très authentique et va nous recommander derrière. Donc voilà les trois clés, trois super pouvoirs, ils sont là. Et ça, on peut tous le faire. On peut tous le faire dans nos métiers, que qu'on soit en B2B ou B2C. Écouter ses clients, résoudre les problèmes, rendre les choses simples, mais vraiment simples, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire d'efforts. Et puis créer de l'émotion en essayant de surprendre son client, en promettant moins et en délivrant plus. Voilà, si on est tous autour de ça, ça fonctionne. Ok, ça, c'est ce qu'il faut faire. La question, c'est comment on fait, et est-ce que c'est pas là qu'on va rejoindre le rôle du management? Comment tu fais pour infuser ça dans ta boîte? Parce que et d'ailleurs, c'est intéressant le dernier exemple que tu as donné, c'est-à-dire le commercial qui prend sur son week-end pour aller faire ça. C'est un truc de commerciaux qui est assez, je dirais, qui est assez pratiqué en fait par les très bons commerciaux qui sont super investis, et c'est un trick des anciens commerciaux, et je dirais que c'est là où ils se sentent vivants. C'est pas dans la transaction normale, c'est je suis allé aider des clients, le mec il ça y est, c'est bon, on est copains pour la vie, il va tout m'acheter, etc. C'est finalement c'est des trucs assez qu'on connaît. Oui, mais là, on a un débat de boomer là. Excuse-moi, Cédric, mais on a un débat de vieux combattants. On a à peu près la même barbe, mais peut-être pas le même âge, j'en sais rien, mais qu'aujourd'hui c'est fini ça. C'est-à-dire que on a des gens qui rentrent sur le marché du travail qui ont oublié le sacrificiel. Voilà. Ils sont dans le contractuel.
Et donc, et donc ça marche plus. donc, C'est-à-dire que comment c'est plus tu dans les fais? gènes, donc il faut l'activer. Eh ouais, Ouais, il faut voilà. aller le La chercher. question, c'est comment Voilà, tu c'est la génères bonne question. ce, ce... Parce qu'intellectuellement, c'est super convaincant ce que tu dis. Et Ouais. c'est assez facile de faire le diagnostic. C'est-à-dire, tu prends tes clients et tu dis, bon, bah, c'est quoi la douleur de mes clients? Est-ce que j'ai les clients est-ce que cette douleur, c'est quelle douleur je suis capable de résoudre? C'est les Hum, deux questions sur le premier point. Le deuxième, simplifier, faciliter. Bon, bah, c'est quoi mon parcours client? Qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Ah, hum, chez toi, ça répond jamais. Ou au ça, contraire, ce qui est génial, c'est on est toujours rappelé. En plus, tu as un WhatsApp, donc exact. moi, ça me convient mieux que d'avoir quelqu'un au téléphone, blabla. Et puis l'émotion. Alors, ça, c'est peut-être la Hum, chose la plus difficile à ouais, concrétiser. Mais elle l'exemple est que tu as donné, il la concrétise très bien. C'est ah ouais, je compte pour eux en fait. exact, Je suis le exact. client, Ouais, mais ils s'en foutent pas. La transaction est faite et ils vont plus loin que la transaction. Donc ouais. j'ai confiance, ils vont m'accompagner, ça fera du Et repeat. ça, c'est managérial. Enfin, là, on touche au Voilà. management. C'est Et évident. Il faut mettre en action les équipes. voilà. Comment tu fais? Ouais. Alors juste sur le point d'avant, ça paraît simple, mais j'ai beaucoup de boîtes qui butent sur la simplification. Tu vois, le parcours client, on le connaît, machin, etc. Mais qui se disent, ouais, on répond jamais au téléphone. Ouais, c'est bon, on est ouvert de 9h à 18h. Non, 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 c'est pas bon. Tu l'as très bien dit. Faut un WhatsApp, ouais, mais WhatsApp, c'est compliqué. Oui, d'accord. Ben, il faut se compliquer la vie, en fait. Donc c'est pas, je pointe du doigt là ça parce que des boîtes souvent passent rapidement là-dessus en disant oui, mais ça on connaît. Non, bah non, en fait, vous connaissez pas parce que vous faites pas l'effort financier, Hum. l'effort humain, de moyens pour pouvoir faire en sorte que ce soit fluide. Bon, ça c'est passé. Après, Et aussi ce que nous, par exemple, on pourrait se dire, mais non, c'est mieux d'avoir un mec qui vient chez toi que de devoir passer par WhatsApp. Ça, c'est ouais, ton avis à toi. mais bien Mais sûr, l'avis du client, il est peut-être différent. Bah non, ça va mais plus vite évidemment, par WhatsApp. Il me mais dit, bah évidemment, t'as qu'à faire ça et ta bécane, elle redémarre. J'ai pas besoin d'avoir un technicien qui vient me l'expliquer, de prendre rendez-vous, de devoir exactement. être là, etc. Envoie-moi un PDF très bien fait ou une vidéo et je vais me débrouiller. Donc c'est C'est pour ça qu'il faut aller à contrario ses propres convictions en carrément. disant bah oui, c'est mieux si je passe chez toi. Ben non, non, c'est pas mieux. Moi, c'est mieux si tu me réponds par WhatsApp. On va pas oublier une chose, hein, les 20-40 ans disent que l'immédiateté est un dû. Hein. Hmm. C'est le monde dans lequel on vit. Hein. L'immédiateté est indue, c'est-à-dire que toi et moi, on est impatients, mais je ne parle pas de nos enfants entre 25 et 30 ans qui sont juste, comment dire, plus qu'impatients. Je sais pas comment on peut le dire, mais bon, bref. Donc oui, c'est pas évident de résoudre le parcours du client, enfin de le simplifier, si on n'y met pas des moyens, si on n'y prête pas attention et si on se fait pas un peu violence pour changer nos habitudes, parce que nous, on pense que c'est bien pour le client, mais le client, il pense pas la même chose. Toujours question de perception. Ok. Comment on fait avec les collaborateurs? Comment on met en action les équipes? Comment on manage aujourd'hui dans un monde un peu compliqué avec des collaborateurs qui, effectivement, pour moi, ma conviction, c'est qu'ils sont plus dans le sacrificiel, ils sont dans le contractuel. Mhm. Sacrificiel, c'est que moi, peut-être toi, on a commencé à bosser, on avait 20 ans, ben, on avait un patron, on avait des guidelines, on avait des machins, il fallait qu'on fasse plus, il fallait qu'on travaille plus, il fallait qu'on fasse ce qu'on nous demande de faire. C'était sacrificiel dans la mesure où on comptait pas nos heures, on faisait en sorte, voilà, c'était comme ça. On n'en pensait pas moins, hein, on pensait pas moins qu'on travaillait trop, qu'on gagnait pas assez. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, les collaborateurs qu'on va recruter entre 20 et 40 ans, on dit non, 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 mais moi, je veux bien, mais par contre, voilà, c'est le contrat et rien que le contrat et tout le contrat. Alors après, quand je dépasse le contrat, ça peut arriver, mais ça devient un peu exceptionnel et ça devient presque redevable. Hmm. Donc comment on fait? Nous, comment on a fait dans l'hôtellerie? On s'est aperçu qu'en fait, il fallait qu'on revienne à l'enchantement client. Pour ça, il faut qu'on fasse des micro-moments d'enchantement pendant le séjour du client et il fallait qu'on responsabilise nos équipes. Une fois qu'on s'est dit ça, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dans l'hôtellerie, on était très hiérarchisé. Hein. C'est l'hôtellerie, tu sais, comme en cuisine, hein, tu as des brigades, c'est pas pour rien. Hein. T'as des chefs de réception, des sous-chefs, des premiers, des machins, etc. Donc il fallait qu'on redonne du pouvoir à la frontline. Et en fait, on s'est dit, il fallait qu'on redonne de l'autonomie à nos collaborateurs. Et pour ça, l'autonomie, bah, ça se décrète pas. Il va falloir essayer de l'expliquer, il va falloir essayer de le mettre en application. Qu'est-ce que ça veut dire rendre les gens autonomes? Ben, ça veut dire leur donner le pouvoir d'agir. Et pour ça, on va agir sur nous, on est arrivé sur une théorie à 4 P, c'est facile à retenir. Hein. Pour Mhm. qu'un collaborateur soit autonome et qu'il puisse agir en toute responsabilité, il faut d'abord qu'il ait la permission de le faire. Mhm. Classique. Il faut qu'il ait les paramètres dans lesquels il va le faire. Bah, tu sais, tu peux agir, mais voilà les paramètres que je vais te donner. S'il se passe ça, tu peux faire ça. S'il se passe ci, tu peux faire ci. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça suffit pas. Là, on croit qu'on a responsabilisé les gens, mais en fait, il y a deux autres P qui montent. C'est le P de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils aient le pouvoir de prendre des décisions et des initiatives en dehors
du périmètre qu'on a fixé parce que la situation était en dehors des périmètres et des paramètres qui ont été fixés. C'était une situation qui n'était pas prévue, en tout cas dans les paramètres. Donc, il a le pouvoir d'agir sans demander à son chef. Et la dernière chose, c'est la protection. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on protège nos collaborateurs. C'est-à-dire que s'il a fait quelque chose qui n'était pas dans les paramètres et donc il n'aurait pas dû faire, eh ben, je le protège. Parce que si je lui en mets une le matin en arrivant, on dit putain, mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas du tout ce que je t'ai demandé, ça va nous coûter une blinde, on va pas offrir le champagne à tout le monde, hein. Bon, bah, c'est clair, il le fera plus jamais. Et donc, il va pas sortir de ses paramètres. Et donc, ça, on a acculturé, nous, notre population, on avait des formations auprès de nos collaborateurs dans les hôtels pour acculturer les managers d'abord, mais ensuite les équipes, pour leur dire, il va falloir, enfin, l'empowerment, c'est comme ça qu'on l'a appelé, parce qu'on est une chaîne américaine, mais il va falloir responsabiliser les collaborateurs. Donc, première étape, si on veut que ça arrive, il faut donner le vrai pouvoir aux gens de pouvoir le faire et de pouvoir ne pas se poser de questions en disant si je fais ça, est-ce que ça va coûter plus cher à la boîte? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non, le client me le demande, le client pense que c'est bien pour lui. Moi, je peux le faire ou j'ai la permission de le faire, c'est très bien, mais par contre, j'ai peut-être pas la permission de le faire, mais je vais prendre l'initiative de le faire pour pouvoir faire en sorte de. Et là, on change aussi les méthodes les méthodes d'évaluation, c'est-à-dire que on va évaluer une femme de chambre, par exemple, à la note propreté de chez Booking. Donc là, ça change tout, c'est-à-dire qu'on va donner une visibilité très claire à c'est le client qui décide. Si le client met 9 sur 10 à la propreté de l'hôtel, bah, c'est que tu as bien fait ton boulot. Et donc la conclusion, c'est que tu as pu lui donner un euro supplémentaire parce qu'il l'a demandé, sans me demander la permission de le faire, etc., etc., etc. Et donc ça a pris du temps, hein, ça se fait pas tout de suite. Et ça, c'est la culture, hein, c'est la façon dont je veux que mes collaborateurs se comportent. Mais dans la culture, on a introduit des notions de la bonne initiative n'appartient à personne. Voilà, ça c'était parmi mes valeurs, moi, que je diffusais chez Best Western. L'immobilisme sera sanctionné, alors que la prise d'initiative, jamais. En tout cas, on a le droit à l'erreur. Voilà, bon, ça c'est de la culture. Après, il faut être fun, il faut être sympa, il faut être disruptif, il faut être surprenant, il faut avoir un service qui étonne. Ça, c'est les valeurs de Zappos, hein. On pourrait parler de Zappos pendant des heures, mais ils ont quand même ouvert le chemin là-dedans, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut reprendre. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet sur Internet. Moi, je m'en espère pas mal. Une fois qu'on a dit ça aux collaborateurs, mais qu'on l'assume vraiment en tant que manager, c'est-à-dire qu'on assume qu'il y a un droit à l'erreur, qu'on assume que la confiance exclut le contrôle. Enfin, là-dessus, moi, je suis un peu dur, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ben, on sait tout ce qu'il sait, c'est Lénine, hein. Enfin, on va pas se mentir, c'est lui qui a dit ça. C'est souvent l'excuse de celui qui contrôle. En fait, faut l'écouter dans le sens inverse. C'est quelqu'un qui dit non, mais je te contrôle, mais en fait, je te fais confiance. C'est-à-dire que voilà, non, en fait, où est-ce que tu mets la priorité? En fait, moi, je trouve que ça parle plus. Moi, je trouve que ce qui parle le mieux, c'est de dire la confiance coûte moins cher que le contrôle. Point. Combien te coûte le contrôle? Tu mets en place des procédures, des trucs emmerdants pour 100% de tes salariés, alors qu'il y en a 3% qui sont foncièrement malhonnêtes. On t'emmerde 97% pour essayer de trouver les 3 qui sont tellement peu nombreux que tu n'arriveras jamais à les choper. Et donc, ça sert à rien, en fait, finalement. Exactement. Mais c'est compliqué, ça, hein. T'as beaucoup d'organisations où c'est extrêmement compliqué et ça veut dire qu'aujourd'hui, une fois de temps en temps, oui, on trahit ta tu te fais avoir. Bah oui, tu te fais avoir. Tu te fais avoir. C'est 3%. Tu te fais avoir, il faut l'accepter. T'as une partie de tes salariés qui vont essayer de biaiser le truc. Bon, c'est comme ça. Mais en général, ce qui se passe, c'est que ceux-là, ils se feront choper par les autres salariés qui vont leur dire non mais t'arrêtes parce que sinon on va revenir au contrôle. Ça et peut aussi. Donc finalement, exactement. Tout à fait. Donc c'est cette confiance que demandent en plus les collaborateurs aujourd'hui qui rentrent dans les entreprises, les jeunes collaborateurs, ils demandent cette confiance, ils exigent cette confiance même. Et ben ça a un prix, il faut la donner, mais ça a un prix, ça a un coût, c'est difficile, c'est compliqué pour des gens de notre génération de l'accepter. Mais je crois que ça passe par là. Et cette prise d'initiative, cette capacité à écouter le client, à répondre à ses attentes, à faire un peu plus que ce qui était prévu. Hein, il y a plein d'exemples dans l'hôtellerie. Je sais pas, moi, si tu arrives un petit peu tard le soir dans un Ibis et que t'as pas dîné, mais que t'as pas envie de te faire livrer parce que t'en as marre des sushis, des machins, des trucs, et que le gars il dit bah ouais, mais j'ai pas de restaurant, vous comprenez, c'est fermé, c'est 11h du soir, machin, etc. Et qui te dit mais ça vous dit si je vous fais un petit plateau avec du fromage, du pain, un peu de charcuterie, c'est le petit déjeuner, hein, c'est facile, hein, c'est dans les frigos. Je vous tire un demi, ça vous va? Bon ben ça
ça n'a pas de prix. Si Hum, tu as quelqu'un qui est capable de prendre cette initiative, pas tout le temps, mais à un moment donné, parce que c'était comme ça, parce qu'il y avait cette demande, parce que le gars était visiblement un peu déconfit. Bon ben ça, si le collaborateur est capable de le faire, même si on lui a pas donné l'autorisation de le faire, ben il va créer de l'enchantement. ouais, Donc c'est tous ces petits points de contact, c'est tous ces petites inattendus et ces petites façons de faire. Où dans l'hôtellerie, il y en a des milliers, parce qu'il y a des milliers de cas de situations où tu te pointes à la réception, tu as un problème de ci, tu as un problème de ça, t'as pas mangé, ou tu as ton métro qui est pas là, ou ton avion qui est parti, enfin peu importe. Tu as plein de problèmes à régler. Bah, si la réceptionniste, au-delà du fait de donner une chambre, peut essayer de contribuer à régler le problème, bah, ça marche très bien. Moi, je prends toujours l'exemple, je me souviens d'un jour à la réception de mon hôtel, je faisais pas beaucoup de réception, mais j'en faisais quand même, un soir, et un couple de l'Allemand qui passe, j'étais complet. Au mois de juillet, il passe, il dit, je voudrais une chambre. Ben, je suis désolé, je suis complet. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. Je leur ai dit, écoutez, il était 11 heures du soir, il galérait, il parlait un anglais approximatif. Je lui ai dit, écoutez, je vais vérifier chez mes collègues si je trouve une chambre. Donc hum, j'appelle l'hôtel d'à côté, j'appelle le machin, les copains, hum. nana. Et ouais, il me reste une chambre. Donc voilà, ben, c'est ça. Ben, écoutez, il y a une chambre, vous me la gardez, c'est quoi votre nom, monsieur machin? Ok, vous la gardez. Ils arrivent, là, je leur montre dans 5 minutes. Et les gens m'ont dit, mais combien on vous doit? Je dis, mais vous me devez Ah, rien. ah, Vous me devez absolument rien. Je sais ah, que la prochaine fois que vous viendrez à Orléans, vous viendrez chez moi. Je suis pas inquiet, vous allez ah, réserver. Et les ah, gars étaient juste enchantés. ah. Et donc, j'ai rien fait. Si tu veux, j'ai passé un coup de fil et je leur ai dit, j'allais m'occuper d'eux. Si on peut avoir ce genre d'attitude tout le temps multiplié par X collaborateurs à X moments avec X clients, bah, tu crées quelque chose qui est proche de l'enchantement. Donc, Ouais. ça veut dire enchanter ses collaborateurs, ça veut dire leur donner de la responsabilité, de l'autonomie, des bonnes conditions de travail, bien évidemment, mais ça, c'est plus une option, c'est la règle. Et ben, peut-être d'appliquer les trois règles aussi qu'on a évoquées tout à l'heure. Est-ce qu'on résout les problèmes de nos collaborateurs? Hum. On peut faire le miroir, hein, Ouais. résoudre les problèmes de ses collaborateurs plutôt que de leur vendre un contrat de travail. Est-ce qu'on résout vraiment leurs problèmes de vie, leurs problèmes de transport, leurs problèmes de, ils sont parents, ils ont ci, ils ont ça, peu importe. Est-ce qu'on leur rend les choses faciles? Est-ce Ouais. que c'est facile de déposer un congé payé? Est-ce que c'est facile de prendre un RTT? Est-ce que c'est facile de faire du télétravail quand je veux? Est-ce que c'est Ouais. facile? Ou est-ce que je dois faire une déclaration en 4 exemplaires pour avoir la permission de... Et Ouais. enfin, est-ce que vous êtes capable de me Émotion. surprendre? Hum, Est-ce que l'employeur est capable de me surprendre? Je me souviens d'une anecdote, je sais pas si elle est vraie, mais je pense chez Mama, les pizzerias, enfin les restaurants italiens, Mama, ils avaient une année, ils avaient offert le jour de congé à tous leurs collaborateurs. Donc le manager appelle la veille en disant, bah, écoute, demain c'est ton anniversaire, bon anniversaire, tu sais quoi? C'est cadeau, tu restes chez toi, tu fais ce que tu veux. Bon, ben, c'est une surprise, c'est un moyen aussi de faire les choses de façon agréable. Alors, ça marche pas à tous les coups, il faut se renouveler, mais finalement, on peut très bien appliquer les trois règles du client au collaborateur et trouver de l'enchantement collaborateur. Et on le sait très bien maintenant, hein, la symétrie des attentions nous l'a apprise, hein, on le sait, ça y est, ça a été tamponné par l'Académie du service, ça a été validé, breveté même. C'est quand je prends soin de mes collaborateurs, ils prendront soin de mes clients. C'est ouais. QFD. Et C'est, donc ça, c'est, je sais que ça fonctionne comme ça. et ça me fait spécialement plaisir que tu dises ça parce que tu sais, ici on croit beaucoup à la culture, mais la culture, c'est pas ce qu'on écrit sur les murs, ni ce qu'on met dans la plaquette, ni ce qu'on dit à l'entretien d'embauche. C'est quelle va être l'expérience collaborateur chez moi. Et si tu arrives à faire correspondre l'expérience collaborateur et l'expérience client, Hum, tu as gagné. Et en fait, moins tu as d'écart entre ces choses-là, hum, plus c'est naturel. Et l'autre truc qui est intéressant dans ce que tu dis, et que ce qui est intéressant, c'est quand tu as un collaborateur qui dit, bah, tu vois, moi j'ai fait ça, à un autre hum, collaborateur, et l'autre, et c'est comme ça qu'on répand la culture du hum, service client. C'est en relayant les anecdotes bien de sûr. services supplémentaires qu'on a donnés gratuitement, même sur son temps personnel au client, Hum, parce que ça nous fait du bien à nous de le faire. Exact, exact. Là, Donc, c'est de la gratitude. Ça fait du bien de faire du bien. c'est Et quand clair, on fait du bien au client, ça nous fait du bien à nous. Et quand on nous fait du bien, on a envie de faire du bien au client. Enfin, c'est clair. et on sait que ça fonctionne. C'est plus des mots ou des théories. On sait que ça fonctionne comme ça. Notre cerveau humain est câblé comme ça. Ouais. Et donc, on peut jouer, enfin, on peut travailler là-dessus. Et c'est bénéfique pour tout le monde parce que je fidélise, j'engage. Je persuade mes collaborateurs qui sont au bon endroit, à la bonne place, etc. Et derrière, j'ai enfin un effet collatéral extrêmement vertueux sur mon service client, sur la capacité à traiter les problèmes de mes clients, puisque si on se dépatouille en interne pour traiter mes problèmes, moi, je vais me faire un effort pour traiter les problèmes de mes clients, même s'ils sortent de mon périmètre. C'est Donc clair. ça peut marcher, mais c'est culturel. Et on sait tous les deux que la culture, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se C'est construit. long, c'est complexe, ça se construit, ça part du haut. Ça part du haut, c'est congruent. C'est-à-dire que moi, je vois trop de boîtes qui ont des
des cultures affichées sur les murs, comme tu le dis si bien, et qui derrière font à peu près tout l'inverse. Donc bon, bah là, Ça, c'est c'est ce que tu peux dramatique. faire de pire. C'est dramatique. C'est comme la pire expérience client que tu peux avoir. Genre, C'est on te ça. promet et t'arrives, c'est compliqué. Enfin, tous les défauts qu'on a évoqués tout à l'heure. Si tu te fais recruter par une boîte et que tu as cette expérience-là, non seulement tu vas partir, ça va Bien faire un sûr. boomerang. Le mec, on lui vend la boîte, il rentre, c'est pas vrai, donc il ressort. Et en plus, il va te pourrir. Donc, c'est C'est épouvantable. évident. Aujourd'hui, c'est Mais plus possible de faire ça. ouais, mais ça se fait beaucoup. Ouais, moi, Enfin, je moi, je préfère le une vois. boîte. Tu vois, je préfère Je une le boîte comme vois. Amazon qui annonce la couleur. Amazon, ils disent Ouais, clairement que chez eux, c'est dur, que c'est la... Ils le disent. exactement. Ouais, Mais ok, ça attire quand même des gens. bien sûr. Ouais, non, Et mais ces gens-là, ils savent à quoi s'en tenir. Vaut mieux de exactement. faire ça. Ah, mais Moi, oui. un exemple dans mon métier, d'une de mes boîtes où on fait de la maintenance chez les clients à distance, donc ça veut dire on est parti de la semaine, etc. Le premier truc que j'essaye de faire en entretien, quand j'ai encore un entretien à faire avec un Tétina, c'est de le dégoûter à l'avance, de Hum, jamais être chez lui pour voir comment il hum, réagit. Je veux hum. surtout pas qu'il rentre s'il Ah oui, pense qu'il pourra pas découcher, parce que c'est c'est sûr, ça clair. va pas le faire. Et tout le monde va perdre du temps. Donc, C'est clair. Non, mais t'as raison. Bah, c'est le promettre moins, délivrer plus. Tu promets moins, mais par contre, tu vas délivrer un peu plus parce qu'il va pas décocher tous les soirs. Hein. Il y a des semaines où il finalement, sera chez lui voilà, et ça sera finalement, un ça peu se passe mieux. bien. Et Ouais, finalement, il va se dire, ouais, bon, c'est pas aussi terrible que je l'avais imaginé. Mais c'est si tu ça. lui avais promis de rester tous les soirs chez lui, évidemment, Ah bah, c'est non. il va râler. Donc, c'est exactement pareil. On est les mêmes animaux. Hein. On réagit aux mêmes stimuli. Et donc, forcément, si on le fait avec nous, ça marche aussi avec nos collaborateurs. Si on le fait avec les clients, ça marche aussi. Ok, Donc, c'est exactement ça. le temps court, je sais que tu es attendu. Est-ce que tu as le temps de nous parler de la partie dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce que tu veux qu'on aille Non, non, on peut directement? en parler. Je peux rallonger le temps que je t'avais promis tout à l'heure. On peut D'accord. prendre un peu. Tu vois, je t'ai promis moins, mais je vais délivrer un peu plus. Ah, mais voilà. Euh, Ah, génial, tu vois, ça génial. marche tout le temps. Ça marche Ah, tout le comme temps. quoi, c'est Ah, bien quand on fait ce qu'on je prêche. t'avais dit 16 heures, mais je peux te faire un peu plus. Ok, ça marche. Non, alors c'est peut-être parallèle, mais finalement peut-être ça peut te rejoindre. C'est les conflits. J'ai vécu un conflit fort, dur dans mon entreprise où j'étais directeur salarié, directeur général salarié. J'avais un conseil d'administration dans une coopérative formée d'hôteliers. Puis on avait l'ex-président, l'ex-directeur général qui était parti créer un groupe d'hôteliers et puis il y a eu à un moment donné, il y a eu un clash très fort. On a fait appel à un médiateur pour essayer de nous mettre d'accord, ça n'a pas marché, mais ce concept de médiation m'avait intéressé de me dire, tiens, comment on peut, quand deux personnes ne sont pas d'accord, comment on peut essayer de faire en sorte qu'ils puissent revenir autour de la table. Et du coup, j'ai passé une formation de médiateur. Donc, je suis médiateur aussi en entreprise, donc j'essaie de résoudre des conflits dans les boîtes parce que Ok. ça m'avait touché et donc j'ai essayé de me mettre dans la peau du médiateur. Et j'ai appris pas mal de choses dans ces histoires de médiation, de gestion des conflits. C'est notamment la co-responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc, je peux me servir aussi dans l'entreprise. Et j'arrive à faire des médiations. Alors, je fais des médiations aujourd'hui plus entre actionnaires, parce que je travaille pour la BPI. Parfois, ils me font appel à moi pour dans des boards où il y a deux, trois actionnaires et puis ça se passe pas très bien. Et s'ils ont mis des sous en plus, c'est un peu, voilà, c'est un peu des impacts. Donc j'essaye de rentrer, de faire des prestations de médiation pour les actionnaires. Et la Ouais. technique qu'on utilise, elle est très simple, elle est connue. Hein, il n'y a pas que moi, enfin plein de formateurs, enfin plein de formations l'indiquent, c'est la co-responsabilité. Et ça, Ok. ça me passionne parce que dans le comportement humain, le fait que si on s'entend plus, si on rentre en conflit, donc on va passer les étapes d'un conflit qui est complètement irrationnel. Hein. Le conflit, c'est dans nos têtes. Le conflit, c'est quelque chose qu'on a amplifié parce qu'on a cru que et on s'est fait des films. Et puis dans le conflit, il y a deux victimes. C'est-à-dire que quand tu parles aux deux parties, ce que fait un médiateur, il dit bah c'est pas moi, c'est lui. C'est lui le salaud, et puis l'autre il va dire bah non c'est pas moi, c'est elle qui comprend rien, machin, etc. Donc il y a deux victimes, alors qu'il y a deux responsables. Et en fait, faire émerger la co-responsabilité de nos actes, de la responsabilité de nos émotions dans un conflit, bah, je trouve ça passionnant parce que en fait, on s'aperçoit qu'on a au moins allez, 50% de responsabilité dans ce qui nous arrive Hum, quand on a un conflit. Alors on pense qu'on est victime, mais on l'est pas. Et donc hum. j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de comprendre les mécaniques. Alors ça m'a pas empêché de le subir quand j'étais dans le conflit, puisque moi j'étais dedans. Donc Ouais, j'ai pas c'est vu ça. ça évidemment, puisque moi j'étais pas responsable. Ben non, j'étais C'est ça. victime, C'est ça. comme l'autre était victime. Et donc Hum, du coup, bon, le médiateur a pas forcément réussi à faire émerger ça chez moi, mais quand j'ai réfléchi avec la formation, j'ai dit bah ouais, j'étais co-responsable. hum. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait
en ma qualité de directeur général pour ne pas éviter ou peut-être même déclencher ce type de situation. Et en fait, oui, j'avais fait et pas fait des choses que j'aurais dû faire. Donc c'est très intéressant de revenir en arrière et de se dire, si j'avais fait comme ça, je n'aurais peut-être pas engagé ce type d'échange et donc ce type de conflit, etc. L'autre partie adverse, évidemment, avait le même chemin à faire. Mais globalement, j'avais 50% que je pouvais encore, sur lesquels je pouvais jouer. Et je pense que dans le management, je pense que dans la gestion des équipes, dans les tensions qu'on peut avoir dans ces équipes, ce principe de co-responsabilité, il peut être intéressant, peut-être pour ceux qui nous écoutent, dans des techniques de management. Dans un conflit, il y a toujours de la co-responsabilité. Et donc, l'idée, c'est de chercher et de demander à la personne qui se plaint ou qui est victime, mais c'est quoi ta responsabilité à toi dans cette histoire? Qu'est-ce qui aurait fait ou qu'est-ce qui peut faire que on en est là aujourd'hui? Mais de ton côté, pas du côté de l'autre. Ce qui est très difficile, parce que si on est dans l'émotion, évidemment, on refuse d'accepter que je suis co-responsable d'une situation dans laquelle je suis victime. Et tout le travail du médiateur, c'est d'essayer de faire émerger cette co-responsabilité en essayant de rappeler l'origine, le comment, le pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui a fait que, enfin, etc., etc. Et c'est très intéressant parce que quand on n'y arrive pas tout le temps, hein, mais quand on y arrive, on arrive à recoller le truc et à faire en sorte que les gens rebossent ensemble, de façon avec des règles du jeu très claires. Donc voilà, c'était une parenthèse. Hein, je sais pas si elle est... C'est un petit peu de réussir à ce qu'on a deux personnes qui luttent l'une contre l'autre et de se dire non. On va vous mettre tous les deux à réfléchir sur un sujet commun que vous avez, qui est le conflit. Et ensemble, vous allez lutter contre cet ennemi qui est le conflit, finalement. Exactement. Mais pour ça, il faut qu'on vide l'émotionnel, parce que sinon c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est t'es dedans, tu le vois pas, ça. Non. Le problème, c'est l'autre. C'est pas le conflit, c'est l'autre. Alors que le vrai problème, c'est le conflit. Et je trouve que le faire sans justement avoir une tierce partie ou un médiateur qui permette de nous faire changer de position, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est pour ça que la médiation est utile. Hein. Enfin, voilà, moi, je pas la publicité, mais elle est très peu pratiquée en France d'ailleurs, hein, beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, pratiquée en France, mais c'est à tort parce qu'on arrive avant les avocats, avant les tu vois, avant toutes les procédures qui font que ça va s'envenimer, quoi. Donc on arrive avant pour éviter le pire. Et dans des conflits associés, les enjeux sont forts, quoi. Il y a quand même l'enjeu de la boîte derrière, il y a quand même beaucoup de choses. Donc voilà. Et je pense que dans le management, on a des conflits, c'est normal, hein. C'est des êtres humains, etc. Et qu'on peut, avec ces techniques de co-responsabilité, soit en interne, soit avec un tiers, essayer de trouver des pistes alternatives, plutôt positives, qui peuvent déboucher sur des bonnes surprises. C'est vrai qu'avec un tiers, c'est pas mal. C'est un peu le vieux principe qui est un conseil qui vient de l'extérieur est toujours plus écouté qu'un conseil qui vient de l'intérieur. On connaît ça quand même. Ouais, et puis le médiateur, nous, normalement, on est briefé, tu sais, on n'a pas de jugement. C'est difficile, hein, de pas juger, parce que nous aussi, on juge les victimes de ce qu'ils nous disent, tu sais, ça pleure souvent, quoi. C'est émotionnel, hein, il y a beaucoup de choses. Donc, nous, on se dit, on prend parti, quoi. Et il faut surtout pas prendre parti. Donc, on fait des transferts. On se dit, ce qui m'est arrivé à lui, ça m'est arrivé à moi. Donc, je me mets dans. Bref, on essaye de travailler là-dessus comme un psy qui veut pas s'impliquer pour essayer de garder une bulle d'objectivité et avec des questions, avec des process très cadrés pour éviter de tomber dans le j'aime pas, quoi. Parce que là, on basculerait dans le jugement et il faut surtout pas juger. Donc, mais voilà, c'est intéressant de travailler l'animal humain par ce côté-là. Et puis après, quand ça nous arrive à nous, on est les plus mauvais de la terre, hein, parce que moi on me dit donc t'as pas de conflit avec tes enfants. Je dis si j'en ai avec ta femme, si j'en ai. Alors t'es pas capable de les résoudre. Non, je suis pas capable parce que c'est 100% de l'émotion. C'est 100% d'émotion et je suis incapable de pouvoir le gérer en médiateur dans mon couple. Enfin, c'est pas possible. Ouais, mais tu vois l'histoire de l'émotion. Je reboucle avec le premier sujet. La première réaction quand t'as un commentaire négatif d'un client sur un site, et je connais ça parce que il y a pas très longtemps, on a racheté un restaurant et en plus il y a une asymétrie, c'est-à-dire que quelqu'un qui te met une note de 5 en disant c'était super, on a passé un bon moment, t'es content, mais par contre quelqu'un qui te dit mais qu'est-ce qu'elle est désagréable la serveuse ou un truc comme ça, mais ça te pourrit la journée, c'est-à-dire que et en fait c'est juste de l'émotion, non, enlève l'émotion, qu'est-ce qu'on vient de te dire?
il y a peut-être une discussion, peut-être qu'il y a d'ailleurs, il n'y a pas forcément un problème, Non. parce que il y a peut-être, est-ce que c'est un signal faible, ou est-ce que c'est juste, t'es tombé sur un mauvais coucheur et ça arrive Et bien une fois sûr. tous les mois, et mais voilà. Souvent, Ouais. ce qui nous empêche de résoudre le problème, et ce qui a pu t'empêcher, dans ce que tu expliquais, de dire oh là il se passe un truc, il faut qu'on s'adapte et merci du cadeau parce que ça va nous permettre d'évoluer, c'est l'émotion, c'est ah non mais c'est pas Exactement. possible, ils vont pas nous apprendre notre Exactement métier, d'où ils sortent ces mecs-là, etc. Ouais, etc. ouais, puis on leur en veut, on a envie de les insulter, quoi, hein, et de leur Ouais, dire, non, non, vous y comprenez rien, machin, et c'est évidemment ce qu'il faut pas faire. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le recul, etc., et puis essayer de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Et comme tu dis, on ne pourra pas éviter les distorsions de perception. Hein. Si des gens sont engueulés avant de venir chez toi manger au restaurant, si c'est un couple qui s'est engueulé, tu peux faire ce ça que va tu être veux, hein. dur. Tu fais la meilleure cuisine du monde, hein. Ils vont partir en faisant la gueule. Et tu peux rien. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et il faut juste l'accepter et puis essayer de répondre effectivement en tentant, en tout cas, une amélioration pour la prochaine fois. C'est clair. Ok. Moi, j'ai deux questions que j'aime bien poser à la fin. La première question, c'est si quelqu'un qui nous écoute, donc les gens qui nous écoutent, c'est soit des chefs d'entreprise, soit des managers, s'ils devaient retenir une seule chose de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et surtout s'ils devaient mettre en action quelque chose demain matin, ou plusieurs choses, hein, qu'est-ce que tu conseillerais? Le premier truc, tu dirais, si tu veux tester en fait ce que je t'ai dit dans ta boîte ou dans ton équipe, si tu es manager, voilà ce que tu peux mettre en place. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de réfléchir et de prendre conscience du poids de la recommandation. Recommandation client, recommandation employé. Viens travailler chez nous, c'est génial, parce que ça attire les gens, ou va chez lui parce que c'est top ce qu'il fait. Donc le poids de la recommandation, c'est ce truc un peu irrationnel qu'on est tous conscients que c'est important, mais de conscientiser ce poids-là, l'importance de la recommandation, qui est quand même le marketing le plus puissant que je connaisse, et j'en connais pas d'autres plus puissants. Une fois qu'on a conscientisé ça en interne comme en externe, encore une fois avec mes équipes, comme avec mon employabilité, comme avec ma réputation et ma notoriété en termes de marque, de produits, de services, etc., c'est de réfléchir aux trois règles, je vais me répéter, mais aux trois règles que j'ai énoncées, qui s'appliquent en interne comme en externe. Encore une fois, réfléchir au problème, réfléchir à la douleur, réfléchir à l'angoisse de mes clients, c'est qu'est-ce que je peux faire pour soulager leur douleur, leur angoisse et leurs problèmes, plutôt que de me concentrer sur mes produits. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui font des lignes de produits et essayent de les vendre, ce qui pour moi est une erreur. C'est plutôt de réfléchir à où est-ce que le client a mal et comment je peux le soulager. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que dans les grosses boîtes, t'as des batteries de produits marketing qui descendent dans les réseaux, après il faut vendre. La deuxième chose, et ça c'est clé pour moi, parce que je pense que ça va être de pire en pire, l'impatience de nos clients, l'immédiateté, c'est la simplicité. Le gouvernement parle de simplification, de choc de simplification, et c'est de plus en plus compliqué, et qu'on ne supporte plus et de moins en moins les choses complexes dans nos vies, dans nos vies quotidiennes, et donc on ira tout naturellement vers la simplicité. Et donc tant pis si le produit est un petit peu moins bien, ou peut-être un petit peu moins bon, mais on ira parce que c'est simple. Et donc les banques, par exemple, se posent la question. Moi, j'ai une grande banque nationale qui m'a dit, mais pourquoi ils vont changer? Pourquoi les néobanques prennent des parts de marché? Je dis, mais bon sang, mais c'est évident, parce que c'est plus simple. Parce que pour faire un virement, t'as pas besoin de passer un coup de fil et de justifier. Oui, mais nous, on a des meilleurs produits, on prête de l'argent. Mais oui, mais on s'en fout. Enfin voilà, à produit un peu équivalent ou un peu machin, on va vers la simplicité. Donc réfléchir vraiment à la simplicité, y compris pour les collaborateurs, si je fais les miroirs en interne. Et puis la dernière chose, c'est de créer cette fameuse surprise, on en a parlé, c'est-à-dire de promettre un petit peu moins, d'être encore sexy, parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu comprends Stéphane, si on promet moins, on sera pas sexy. Non, il faut être un petit peu attrayant, mais dire la vérité. Dire, moi je suis capable de faire ça. Oui, mais tes concurrents, ils font ça beaucoup mieux. Très bien. Allez voir mes concurrents. Moi, je suis pas capable. Nous, on est des gens sérieux. Nous, on sait qu'on peut le faire et que vous serez livré dans une semaine. Si on vous promet une livraison demain matin, ok, fair enough. Faites-le avec Pierre, Paul, Jacques. Mais nous, on sait pas faire. C'est pas grave. Et c'est ok. Et tu perds un client. Pas pour longtemps, parce que parce que la promesse qui a été faite ne sera pas tenue, et à un moment donné, ils vont dire, ok, ça c'est des gens sérieux, ils m'ont dit la vérité, je vais retourner les voir. Donc à un moment donné, ça va payer. Alors c'est contre-intuitif parce que on perd un client, mais derrière, on peut le récupérer. Et comment je fais en interne, ce qu'il faut retenir, comment je fais en interne avec mes équipes, et on revient à la confiance, et on revient à l'autonomie, on revient à la responsabilisation pour que ces équipes puissent réagir sans te demander la permission, et peuvent se dire, ok, si je fais ça,
mon client va être ravi, content, enchanté. Ok, c'est pas tout à fait dans les process, mais si je le fais, ça peut impacter et donc ça va générer ça pour l'entreprise. Donc je vais le faire. Donc je vais le faire sans demander la permission. Et tant pis si ça coûte un peu d'argent, tant pis si ça prend un peu de temps, et tant pis si je dépasse des process parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire. Bon, ben ça, faut un peu de courage managérial pour laisser cette autonomie et cette capacité des gens à faire. Et ben les effets collatéraux, ben, ils seront que les gens seront enchantés de faire plaisir aux clients. Les clients seront enchantés qu'on leur ait fait plaisir. Il y aura de la recommandation, il y aura de la fidélité, il y aura de la rentabilité à long terme et il y aura de la robustesse. On parle beaucoup de robustesse en ce moment. Il y aura de la robustesse parce que ça, pour casser ce modèle-là, pour que les concurrents ils aillent taper là-dedans, bah, nous, si on a 2-3 ans d'avance, ça suffit. Hein. C'est-à-dire que avant qu'ils acculturent, qu'ils comprennent et qu'ils développent, bah, moi, j'aurai un temps d'avance et je serai encore leader sur mon marché. Donc, c'est l'idée de se dire, c'est un investissement pour le moyen long terme, mais c'est robuste. Et quand il y a une vague, quand il y a un problème conjoncturel, bah, je suis mieux armé pour y répondre que quand je suis pas dans ce contexte-là. C'est clair. Est-ce que tu as une recommandation pour creuser un des sujets, ou un livre que tu conseilles ou que tu offres souvent, ou une vidéo dont tu dis faut absolument voir telle vidéo, etc., qui pourrait, sur lequel Bah, moi, je repars du départ, c'est-à-dire pour moi la mère des batailles, c'est-à-dire c'est le cerveau, quoi. Alors, je suis pas spécialiste loin de là, hein, mais je reviens sur Albert Moukeber. Hein. Albert Moukeber, vous allez voir sur comment t'écris Internet, Mookieber? Moukeih, il va m'en vouloir, Ber, Moukeber. Ça a marché ça. Ok. Bon, sinon, tape sur Google, tu vas le trouver. Il a pas mal de vidéos sur YouTube, il fait des conférences. Je trouve il aborde, d'abord c'est un jeune, il aborde le sujet de façon très décomplexée. Il confronte beaucoup d'idées reçues, cerveau droit, cerveau gauche, tout ça. Voilà, son dernier livre c'est Neuromania, donc ça déconstruit pas mal de trucs et il aide à réfléchir. Alors ça questionne, mais il aide à réfléchir. Il y a ça, et puis après pour moi il y a le livre, on va dire le point de départ, c'est Système 1, Système 2 de Kahneman. Voilà. Bon, qui est pour moi le point de départ dans Prix Nobel d'économie dans les années 60-70, je sais plus, il est mort il y a pas longtemps, qui explique qu'on a deux systèmes de pensée, le 1, le 2, que que nos décisions sont irrationnelles, 100% à peu près, sont irrationnelles et qu'on a tous les biais cognitifs qui viennent se télescoper pour nous faire croire qu'on prend la bonne décision, mais c'est pas vrai. Donc ça, en neurevente, en neuromarketing, c'est des choses qui me passionnent pour faire basculer les clients, détecter effectivement leurs peurs, leurs angoisses et comment y répondre. Voilà. Donc ça, c'est des livres un peu fondamentaux, enfin un peu fondateurs pour moi, qui me permettent, parce que je suis passionné par ça. Et puis après, on peut aller sur, là j'en ai un dernier, sur de la négo, parce que moi j'aime bien ces côtés négo, on n'en a pas parlé, mais on pourra en parler. Mais il y en a deux, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Ne coupez jamais la poire en deux Ouais, de Chris Voss que tu connais, ouais. ancien négociateur du FBI. Bon, Très voilà, intéressant. Ouais. très intéressant. Et puis un livre en anglais, mais qui se lit bien, Start with a No de Jim Camp, qui là aussi est très contre-intuitif. Une bonne négo, ça commence avec un non, quoi. Bon, ok. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dire non à un client, c'est extrêmement puissant, ça bâtit la confiance. Donc tout ça, c'est très contre-intuitif, mais je trouve ça très puissant. Et voilà, c'est des livres qui m'ont pas mal nourri sur mes convictions sur ces sujets-là. Ok. J'ai noté quelques Quelques références. trucs. Sarpevino, je connais pas en fait. Je Ouais, connais. c'est pas mal. J'aime beaucoup couper pas la poire en deux. Je trouve très Ouais. très bien. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Entre autres, quand tu veux lancer un projet, et qu'est-ce que tu fais avec les gens qui adhèrent pas du tout? Comment Ouais. tu les retournes? Mm. Et dans ce livre-là, j'ai Pas des trouvé réponses. la réponse pour en faire, pour les inverser en fait, en faire des Ouais, promoteurs très bien. du Ouais. projet. Ouais. Ok, bah écoute Stéphane, ça m'a fait plaisir. Je suis ravi. Bah, moi aussi, ravi. Je pense que il y a plein de matières là dans ce que tu fais. Voilà. De toute façon, tu es sur LinkedIn, je suppose, et on mettra en descriptif du podcast tous les moyens pour te contacter. Pas de souci. On fait ça. Ok, ça marche. Ok. Merci beaucoup. En Merci tout cas. Cédric. Merci À à une toi. prochaine. À Merci. Ciao. bientôt. Merci.